Par rapport à son programme, chaque année, nous organisons des assemblées générales qui déterminent ce que nous devons faire durant une période. Et là, nous poursuivons ce que nous nous sommes dit au mois de janvier. On avait notre assemblée générale ordinaire et nous attendons le mois de juillet pour évaluer ce qui a été fait et ce qui reste également à faire. Mais sinon, les réunions mensuelles se tiennent toujours et le cartel est en bonne santé et nous participons aussi aux activités des femmes leaders de la République démocratique du Congo qui s'organisent pour appuyer nos sœurs qui sont à l'Est, victimes de la catastrophe naturelle. Donc, nous sommes toujours très actives. Aujourd'hui, les femmes sont des grandes victimes de cette catastrophe naturelle qui a frappé nos sœurs et frères de Goma. Un message pour soutenir toutes ces femmes-là, tous nos frères et sœurs qui sont à Goma. Oui, nous compatissons avec eux, nous les soutenons et nous organisons même des collectes de fonds, des collectes de biens pour les appuyer. Nous sommes de cœur avec eux parce que la catastrophe naturelle, personne ne peut savoir quand est-ce qu'elle survient. Et nous sommes vraiment de cœur avec eux. Nous regrettons seulement parce qu'il y a une structure qui est censée contrôler mais qui n'a pas fait son travail, c'est ce que nous regrettons. Mais nous les encourageons et nous les portons dans nos prières également, afin que Dieu puisse les soutenir, les combler, parce qu'ils ont beaucoup de besoins, mais seul Dieu qui peut faire au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Et nous sommes de cœur avec eux, nous les saluons et continuons à les soutenir dans nos prières. S'il faut parler de l'éruption brusque qu'il y a eu à Goma, est-ce une négligence ou sabotage de cette structure spécialisée? Non, je ne dirais pas que c'est un sabotage. On ne peut pas saboter quelque chose. Moi, je crois peut-être même pas une négligence, je dirais seulement... le mot me manque peut-être pour ne pas être trop sévère, ou soit l'incompétence. Les compétences des personnes qui sont censées d'animer la structure, parce que c'est à ces personnes de faire rapport au pouvoir, aux institutions, à d'autres qui doivent appuyer, qui doivent donner des moyens pour que la structure fonctionne normalement. Donc, je crois que c'est l'incompétence des personnes et ces personnes n'ont plus leur raison d'être pour animer la structure. Il faut qu'on les remplace pour des personnes qui sont un peu plus compétentes, des personnes qui peuvent prendre le dessus au lieu de subir les événements. C'est ce que moi je conseille au président de la République parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Et moi, je demande au président de la République de pouvoir un peu essayer de changer les animateurs de la structure pour que prochainement, nous ne soyons pas surpris. Et il faut prévenir parce qu'il pouvait bien prévenir cela, ne pas lotir les alentours du volcan et prévoir également soit l'évacuation des personnes avant que cela arrive, mais c'est ce qui n'a pas été fait parce que les gens étaient un peu négligents, dû à leur incompétence peut-être, mais ce n'est pas voulu, mais c'est question seulement d'incompétence. On ne sait pas que faire, comment faire et comment entreprendre la démarche pour qu'on ait des moyens qui permettront à ce que la structure fonctionne normalement. Maman Marie-Josée Bountsana, parlons un peu des femmes qui sont au gouvernement. Comment vous appréciez les efforts des femmes qui sont dans le gouvernement? Moi, je ne parlerai pas des
toutes les femmes parce que je ne suis pas dans leur ministère. Je parlerai seulement de la vice-première ministre, Excellence F. Bazaïba Massoudi. Vous voyez vous-même ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment une battante. Elle est en train de chercher des voies et moyens pour remettre les choses à l'ordre, restructurer nos départements, l'administration, et également aussi promouvoir les travailleurs du ministère, parce que ce sont des personnes qui sont là, ils ont droit à la vie, ils ont droit à leurs primes, ils ont droit à beaucoup de choses. Il y a plusieurs qui sont là pendant plusieurs années, ils sont impayés, ils n'ont pas leurs primes, il y a des injustices. Donc la vice-première ministre est très regardant dans ce dossier pour que la distribution de nos ressources soit quand même équitable. Et nous avons célébré la journée de l'environnement le week-end passé, où nous étions vers le plateau de Bateke, aux cliniques universitaires également, au plateau des professeurs là-bas, à l'Unikine, où nous avons planté des arbres. Nous étions à l'école Bokoli de Lausanne. Également, nous avons planté des arbres parce que c'est le lancement de la décennie de la restauration de l'écosystème. Nous devons planter des arbres, nous devons entretenir nos arbres parce que cela nous permet également à être en bonne santé. Et les arbres, c'est une richesse. Les arbres ont droit à la vie. Il ne faut pas le couper n'importe comment, n'importe quand. Donc nous devons les protéger et nous demandons à chaque famille de la République démocratique du Congo de planter les arbres. On plante des arbres soit dans nos rues, dans nos avenues et dans nos parcelles aussi. Des arbres fruitiers peuvent également nous servir, et des arbres nous servent aussi quand il fait très chaud comme ombrage. Donc les arbres nous servent toujours. Et respectons les arbres et plantons des arbres. Nous sommes dans la campagne de stimuler chacun de nous à respecter les arbres et à pouvoir planter un arbre. S'il faut parler de l'affaire congolite, un arbre qui cache la forêt, pourquoi l'évoquer en RDC? Là, ça dépend de la personne parce que c'est un débat stérile. C'est un débat qui n'est même pas pris en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une personne et c'est un citoyen qui a droit à émettre ses avis. Là, c'est son avis. Nous le respectons. Nous n'avons pas à discuter là-dessus ni débattre de cela. Là, il a émis son avis. Ben là, c'est son problème. Ça lui engage. Ça n'engage que lui-même parce que nous, on n'est pas concernés. Nous croyons que notre pays, c'est vraiment un pays qui accueille tout le monde. Et ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir un parent congolais ou bien n'être pas des nationalités congolaises, c'est ce qui fait que le pays ne se développe pas. Le pays, nous avons vu comment les fils et filles de ce pays eux-mêmes ont détruit leur pays, et cela n'a pas demandé qu'ils soient de pères congolais, des pères étrangers ou des mères congolaises. Donc les deux parents étaient bel et bien des Congolais, mais nous avons vu le résultat. Moi, je crois qu'on doit laisser toutes les personnes qui sont compétentes, des personnes qui peuvent apporter leur expertise pour le développement de notre pays. Nous ne sommes pas à l'époque où on excluait les autres et on privilégiait les uns. Nous sommes maintenant... il y a le défi du développement durable qui nous attend d'ici 2030. Donc, il faut l'implication de tous pour pouvoir relever ce défi et pour pouvoir également apporter des innovations, chacun dans son domaine. On n'a pas à regarder qui est congolais et qui ne l'est pas. Même l'étranger qui peut nous accompagner dans ce que nous faisons, ben, il est le bienvenu. Nous n'avons pas à exclure des personnes. On a vu les Européens qui étaient dans notre pays
là quand nous étions soit nés, soit pas encore nés, mais on a trouvé ce que ces Européens ont fait. Ils nous ont construit des écoles, des hôpitaux, ils ont laissé des infrastructures, même dans les fins fonds de nos villages, ils ont laissé des champs, des cafés, des cacao, des maisons, et tout ça, et le tout a été détruit par qui? Par nous-mêmes les Congolais. Donc moi je crois que c'est vraiment un débat stérile, un débat qui n'engage que son auteur, et nous encourageons toutes les personnes qui ont des idées, toutes les personnes qui peuvent amener un changement, toutes les personnes qui peuvent travailler pour que le Congo avance. Nous disons toujours que notre pays est riche, notre pays a plein de potentialités, mais paradoxalement, le peuple congolais vit dans quelles conditions? Il n'y a même pas des infrastructures, il n'y a même pas de routes pour que nos villageoises et villageoises qui travaillent nuit et jour ne peuvent évacuer leurs produits. Et nous voyons quand il pleut, comme aujourd'hui il a plu, mais je suis passée sur poids lourd, j'ai vu comment il y avait des eaux. Et tout cela, il faut vraiment être seulement des pères et mères congolais pour apporter ce changement. Mais qui gère aujourd'hui? Ce sont des fils et filles de ce pays, et le résultat n'est que négatif. Moi, j'encourage toute personne, blanc ou noir, jaune, qui peut apporter une contribution pour le développement de la République démocratique du Congo. Je crois que la personne est la bienvenue. Bon, Marie-Josée Bounzana, votre avis sur la réforme de la CENI? Ben, tout le monde, nous avons parlé des réformes. Le cartel des femmes même a eu à travailler avec la nouvelle société civile pour proposer des articles à réformer. Donc la réforme est vraiment nécessaire pour que nous ayons de bonnes élections, et des élections crédibles et des élections aussi apaisées, des élections où tout le monde va participer, où on ne va pas exclure les uns ou les autres. Donc c'est ce que nous attendons, et nous voulons vraiment une CENI crédible. Quand on parle de la CENI, des personnes pas politiques, moi je ne crois pas à cela. La CENI a toujours eu des présidents venant de la société civile, mais le résultat était... Vous le savez comment le résultat était, surtout la dernière CENI conduite par notre frère qui était un chrétien, un croyant, proposé par les églises. Le résultat, nous l'avons vu. Peut-être il y a le défunt Malumalu qui, lui, a essayé quand même mettre des bases pour que la CENI soit vraiment une CENI un peu crédible. Mais le reste, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le pasteur Ngoïmoulunda qui nous a amené du n'importe quoi, et celui Nanga, n'en parlons pas. Donc, moi, question de la CENI, je dis, c'est une question seulement où chacun de nous doit prendre ses responsabilités, parce que la République démocratique du Congo nous concerne tous. C'est notre pays, nous n'avons pas deux nations, nous n'avons que la nation congolaise, et nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Si nous voulons des élections crédibles, ça dépend de nous, de ce que nous voulons que le Congo de demain soit. Et si nous voulons vraiment qu'il n'y ait pas des élections crédibles, qu'il y ait toujours des guerres, des positionnements, des contestations, ça dépend également de nous. Cela ne concerne pas telle tendance ou telle tendance, ça concerne la personne elle-même. Donc c'est la personne elle-même qui doit être réformée aussi. Avant de parler des réformes des institutions, nous devons nous réformer nous-mêmes et prendre la décision de pouvoir faire les choses autrement. Ne pas faire les choses telles que nous les avons décriées, mais faire les choses autrement pour que le pays avance. Sinon, quel héritage nous allons léguer aux générations futures? La réforme, on peut bien réformer les textes. Nous avons des beaux textes, mais qui respectent ces textes? On ne les respecte pas. Même la Constitution elle-même est plusieurs fois violée. Donc cela, moi je crois que ce ne sont que des échappatoires. La personne doit être réformée. La personne elle-même doit prendre conscience de ses responsabilités par rapport aux responsabilités que la République lui confie. Donc elle doit savoir que ce que je fais
Je ne le fais pas pour moi, ni pour les miens qui sont autour de moi, mais plus le faire pour que la République avance aussi. Et Dieu sera content de nous et la République nous sera également reconnaissante. Parlons un peu de la justice, un mot sur l'affaire Alexis Thambwe Mwamba, qui est un ancien ministre de la Justice qui aujourd'hui est en train de fuir la justice. Un mot. Oui, c'est toujours comme ça, tu sais, des personnes, les assassins ont peur, hein. Quelqu'un qui tue les gens, et dès que vous lui pointez soit un couteau, il est le premier à fuir, à galoper les murs, tout ça, c'est toujours ça. La prison, c'était bien pour les autres, exclure les autres, c'était bien. Les gens, c'est que nous ignorons qu'aujourd'hui je suis là, demain je ne pourrai ne pas être là. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'un être supérieur à nous tous. Il y a un Dieu qui règne au-dessus des hommes et lui qui coordonne les choses aussi. Lui ne croyait pas qu'un jour il pouvait être à l'écart. Il croyait qu'il allait continuer éternellement et après lui, sa famille, ses enfants. C'est pour cela il taillait tout sur mesure. Parce qu'il ne taillait pas les choses, il ne faisait pas les choses par rapport à la loi, mais il faisait les choses, je ne sais pas si par rapport à lui-même ou par rapport à ce que les autres lui dictaient, je ne sais pas. C'est à lui de nous le dire, mais moi, ce que je déplore seulement qu'aujourd'hui, lui a peur de la justice. Il ne peut pas avoir peur de la justice, il doit affronter la justice. Tu sais, moi j'ai un mauvais souvenir de cet homme. Quand mon président national était à la CPI, c'était lui avec son arrogance qui était une fois passé à la télévision pour dire que ceux qui attendent, ceux qui croient réellement que Bemba sortira de la prison, mais ces gens-là n'ont qu'à déchanter parce que Bemba en a pour 30 ans. Donc, eux croyaient que mon président allait rester parce que c'est un complot monté par eux. Ils croyaient qu'il allait rester là-bas pendant 30 ans. Nous avons pardonné, mais Dieu s'est rétribué à chacun selon ses œuvres. Nous, on a tout pardonné. On a pardonné des personnes qui se moquaient de nous, qui se moquaient de notre président national, et des personnes même qui ont exclu le président aux élections de 2018. Inutilement comme ça, lui, il a monté un complot pour exclure le chairman Jean-Pierre Bemba. Mais nous lui avons pardonné, mais Dieu qui est juste sait nous rétribuer selon nos œuvres. Et je lui demande seulement d'affronter la justice, de ne pas fuir. Parce que la justice est là pour régler la cité. Parlons un peu du rapatriement du reste du corps de Patrice Emery Lumumba, malgré que le président de la République vient d'annoncer qu'on a reporté le rapatriement. Est-ce que une bonne chose pour la Belgique ou les Belges doivent faire encore plus que ça? Bonne chose ou mauvaise chose, moi je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi ça peut être bon pour eux ou mauvais pour eux, parce que l'acte a déjà été commis. L'héros national. Avant, on ne savait pas qui a tué notre héros national, mais aujourd'hui, même les aveugles peuvent voir que c'est tel pays qui a été impliqué dans l'assassinat de l'héros national. Donc, moi, je ne vois pas en quoi cela peut apaiser les cœurs meurtris des Congolais. Nous, ce que nous attendons seulement, qu'on nous ramène les reliques de notre héros national pour qu'on puisse enterrer cela avec dignité et lui rendre l'hommage dû à son rang. Mais le reste, ça ne nous concerne pas. Nous croyons seulement que c'est une période un peu tumultueuse où il y a la nouvelle vague du corona également, qui ne permet pas qu'il y ait des personnes entassées, qu'il y ait beaucoup de gens au même endroit. C'est ce que peut-être le président a évité, la contamination massive. Mais quant aux Belges, moi je ne vois pas en quoi cela va changer, parce que maintenant ça nous a vraiment démontré qu'ils n'ont pas été innocents dans la mort de notre héros national. Mais nous allons rendre les hommages dignes à ce fils du pays qui a été
tué d'une manière trop atroce. Donc nous allons lui rendre les hommages dignes de son rang. S'il faut parler du Covid-19, troisième vague de la Covid-19, comment peut-on gérer ça? Que chacun de nous respecte seulement les gestes barrières. Et si nous respectons les gestes barrières, je crois que nous allons vaincre la Covid-19. Parce que cette maladie est là. Nous ne pouvons pas dire qu'elle n'est pas là. La maladie est là, mais soyons vraiment très prudents et respecter les gestes barrières, nous laver les mains à chaque fois et avoir sa liquide alcoolisée et également porter son masque et garder la distanciation. C'est ce que nous devons continuer à faire afin de vaincre cette maladie du siècle, parce que la Covid est là, c'est vraiment une mauvaise maladie. Donc à nous de faire l'effort de la vaincre. Nous ne pouvons pas dire que non, elle n'est pas là, que c'est un mensonge. C'est vraiment une maladie qui est là dans nos murs. Malheureusement, si on a connu, malgré nos restrictions, si on a connu la troisième vague, c'est peut-être il y a eu aussi un laisser-aller, on ne communiquait plus assez à cela, parce que les autres, quand on communique plus assez, les autres croient qu'il n'y a plus de maladie. Et en plus, nos frontières qui sont poreuses ne nous aident pas non plus aussi à éradiquer cette maladie dans notre pays. Donc nos frontières sont tellement poreuses et maintenant c'est au pouvoir public de prendre ses responsabilités pour essayer tant soit peu éradiquer cette maladie dans notre pays. Parce que ça demande aussi beaucoup de volonté de chacun de nous et beaucoup aussi parce que ça ne concerne pas seulement Mouyembe et son équipe ni le ministre de la Santé. Eux font ce qu'ils peuvent faire et nous aussi nous avons notre responsabilité, nous avons notre part de choses. Nous devons, vous en tant que personnel de médias, vous avez aussi votre part. Au lieu de parler toujours des débats à la télévision, mais aussi même s'il y a des débats politiques, des débats économiques, essayez dans chaque débat introduire, sensibiliser la population dans nos langues nationales pour que la population sache que la maladie est bel et bien là et que nous devons être très prudents, respecter les gestes barrières. Pourquoi les Congolais ne veulent pas se faire vacciner contre la Covid-19? Non, ne me dis pas ça, parce qu'il y a des personnes qui se sont vaccinées. Moi, j'ai vu ma grande sœur qui est médecin, elle s'est fait vacciner. Il y a d'autres personnes aussi. Dernièrement, j'ai vu le président Fayoul qui s'est fait vacciner. Donc, les gens se vaccinent, mais ils n'en font pas une publicité. Les gens se vaccinent. Dire que les gens ne veulent pas se vacciner, non. Là, ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est que je sais que les gens se vaccinent, mais ils n'en font pas une publicité, c'est tout. Mais il s'avère qu'il y a pas, ce ne sont pas des bonnes vaccinations. Ils ont beaucoup de prétextes là-dessus. Mais non, mais le problème est que parce qu'avant la coronavirus, là, il y avait d'autres maladies comme le sida. Le sida date de longtemps. Le sida aussi, il y a beaucoup de victimes. Mais pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas de vaccin contre le sida? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le sida? Donc, il y a... moi, je crois que cela dépend aussi de la mauvaise communication du départ. Parce qu'au départ, et même aussi, pas les personnels médical de la République démocratique du Congo, mais de là où la maladie est venue, ces personnes aussi avaient mal communiqué. C'est ce qui fait peut-être peur aux personnes de prendre le vaccin parce que la communication n'était pas bonne. Tantôt on vous dit non, il ne faut pas prendre ça, et vous allez mourir, regarde les conséquences. Et qui peut aller s'offrir comme ça là où les gens vont mourir? Qui peut aller s'offrir dans une abattoir où on tue les gens? Donc personne, peut-être c'est ce qui fait qu'il n'y ait pas un engouement pour le vaccin. Et on observe aussi les réactions.
parce qu'il y a des réactions spontanées, il y a d'autres qui prennent 2 mois. Donc on observe des personnes qui ont déjà pris ce vaccin, comment cela va réagir. Mais sinon, il y a des personnes qui prennent ce vaccin. Ben nous, on est là. Parlons de 61 ans de l'indépendance. Nous pouvons dire que le Congo a avancé ou a régressé à cause de responsables ou des responsables irresponsables. Comment? Le Congo, le régressement du Congo, c'est une affaire à imputer à chacun de nous. Parce que quand on parle des responsables, on voit seulement ceux qui animent les institutions publiques, mais chacun de nous a une parcelle de pouvoir. Chez vous à la maison, quand il y a la poubelle partout que vous ne savez pas d'évacuer, vous n'arrivez pas à évacuer vos immondices, c'est là, il faut que le ministre vienne pour faire ça. Nous avons une responsabilité. Chacun de nous, nous devons accepter que oui, nous avons failli à nos responsabilités. C'est seulement quand on reconnaît ses erreurs, on reconnaît ses fautes qu'on peut s'amender. Mais si on dit que non, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre, c'est difficile de s'amender et de corriger aussi certaines erreurs. Moi, je crois les avancées, bon, du point de vue politique, il y a quand même des avancées parce que à l'époque de Kasavubu et Lumumba, là, il n'y avait pas beaucoup de politiciens dans notre pays. Du point de vue scientifique aussi, il y a des avancées parce que nous avons maintenant des chercheurs qui font des recherches, nous avons des universités, nous avons beaucoup d'intellectuels. Donc, il y a avancé dans d'autres domaines, mais dans d'autres domaines, il y a vraiment... il n'y a pas d'avancée, je dirais, mais il n'y a même pas de stagnation. On a reculé. On a reculé des 1000 ans peut-être, parce que les infrastructures, regarde, qu'est-ce que nous avons comme infrastructure. Et pourtant, en 1960, il y avait quand même des infrastructures scolaires, hospitalières. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout détruit, ce que le colon nous a laissé, ce que le colon nous a légué, même nos routes, nous les avons détruites. Mais là, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous-mêmes, c'est la faute aux dirigeants, c'est la faute parce que nous n'avons pas une politique du développement de la République. C'est ce qui fait que nous régressons. Et même les écoles, dans le temps, il y avait quand même une bonne formation. À l'école primaire, déjà, l'enfant savait lire et écrire. Mais maintenant, nous avons régressé. C'est là la faute à qui? C'est là la faute à chacun de nous. Donc, nous devons nous amender. Nous devons faire le mea culpa pour pouvoir aider ce pays à avancer et à décoller. Parce qu'il y a le développement mondial, du développement durable d'ici 2030. Donc, on va nous évaluer par rapport à ça. On va évaluer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a eu une éducation de qualité pour tous? Est-ce qu'on a respecté le genre? Est-ce qu'il y a bonne santé? Qu'est-ce que vous avez fait de l'environnement? Qu'est-ce que vous avez fait du domaine de la santé? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a beaucoup des objectifs pour 2030 et nous commençons dès aujourd'hui à travailler sur cela pour que nous ne soyons pas comptés parmi les derniers, mais même soit parmi les 10 premiers, je dirais pas les 5 premiers, que nous soyons même comptés parmi les 10 premiers et prenons conscience de nos responsabilités aussi. Parce que le régressement, c'est pas seulement les autorités, mais nous-mêmes aussi. On dit qu'un peuple ne mérite que ses autorités. Nous-mêmes, notre façon de voir les choses et notre façon de faire ne nous permet pas non plus d'avancer. Mais maintenant, nous devons quand même voir comment nous pouvons pallier à cela pour que le pays avance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Marie-Josée Bountsana, un mot à nos téléspectateurs et un mot de la fin pour les femmes, un message pour les femmes du cartel et pour se dire au revoir aussi. Oui, ok, merci. Merci. Moi, j'encourage les femmes, pas seulement les femmes du cartel. Les femmes du cartel,
Je suis de cœur avec vous, je vous encourage dans le combat que nous menons pour la participation effective des femmes dans les institutions de la République. Il y a quand même des avancées. Mais j'encourage chacun de nous à plus de responsabilités parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Et nous devons prouver au monde, à la nation congolaise, que nous sommes réellement des éducatrices, et cela par rapport à nos comportements, par rapport à notre façon de faire et par rapport à ce que nous allons inculquer aux générations futures, parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce qui déterminera le Congo de demain. Voilà. Et c'est aujourd'hui notre responsabilité en tant que femmes, parce que nous n'avons pas droit aux erreurs, nous sommes éducatrices de tous. Et je profite de l'occasion également pour encourager nos sœurs qui sont à Goma, qui sont à l'est du pays, victimes de plusieurs atrocités, pas seulement la catastrophe naturelle, mais également des viols, des vols, des guerres, tout ça, ces pauvres femmes-là. Nous sommes de cœur avec elles, nous les accompagnons dans nos prières et nous leur demandons d'être encore plus fortes, plus fortes. Elles ne sont pas seules, toutes les femmes de la République les soutiennent, nous sommes ensemble avec elles et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je profite également pour encourager la vice-première ministre, l'excellence Eve Bazaïba Massoudi, une femme battante, une femme qui travaille avec son cœur, une femme qui aime son pays et qui est en train de se déployer pour relever le défi qui attend la République démocratique du Congo. Je la salue de là où elle est et bonjour à toutes les femmes leaders de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous, Madame Marie-Josée Buntsana, qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders actives et membre du MLC, qui est secrétaire national chargé de l'éducation au sein du mouvement de libération du Congo. C'est avec lui qu'on a échangé et moi, Nobis Molonga, nous nous retrouvons prochainement à un nouveau numéro de cette émission Femmes aux multiples facettes. Merci beaucoup.